Bienvenue pour la seconde partie de l'Europe dans tous ses États pour explorer d'autres aspects de la société belge. La Belgique est toujours ce pays endeuillé par les terribles attentats qui ont eu lieu il y a plus d'1 an. C'était ici à la station Malbec, dans le cœur des institutions européennes ou encore à l'aéroport international. Le bilan a été de 32 morts et les familles des victimes s'estiment toujours démunies face à l'adversité. On regarde tout de suite pourquoi. Une minute de silence à l'endroit même où 2 bombes ont ravagé les halls de départ de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem il y a plus d'1 an. Dans l'Assemblée, le roi Philippe, la reine Mathilde et le gouvernement aux côtés des rescapés et des familles de ceux qui ont perdu la vie ce jour-là. Jennifer Wetzmann Shinto. Un à un, les noms des 16 victimes sont ensuite égrenés. Lars Wetzmann était là le 22 mars 2016. Il a perdu sa femme dans l'attentat. Je me demande toujours, et si on était parti 10 minutes plus tard? Et si on avait roulé un peu plus doucement? Et si... Mais c'est arrivé, en une fraction de seconde, mon monde a basculé. Pointée du doigt comme plaque tournante pour les apprentis djihadistes et les armes, la Belgique est ce jour-là touchée par l'attentat le plus meurtrier de son histoire. 2 kamikazes se font exploser à l'aéroport, puis un 3e dans le métro bruxellois. Au total, 32 morts, 320 blessés, sans compter les centaines de proches aux vies bouleversées. Philippe a perdu sa sœur dans ces attentats. Il a créé une association pour aider les victimes à démêler les problèmes administratifs qu'elles rencontrent depuis 1 an. Dans chaque instance, il fallait expliquer sa situation. On avait des fois vraiment l'impression, enfin beaucoup de victimes aussi, qu'il fallait pratiquement se mettre à genoux pour avoir une compensation minimum pour pouvoir continuer. Des compensations encore plus compliquées à obtenir pour les 70 victimes étrangères. Nicolas Delavalette, franco-américain, se bat avec les assurances qui tardent à indemniser sa fille de 18 ans, grièvement blessée à l'aéroport. Il a par ailleurs dû déménager pour trouver une maison adaptée, sans recevoir la moindre aide. J'aimerais qu'il vienne se placer en Belgique une structure qui prenne en charge les victimes de A à Z sans avoir à se battre pour tout, sans avoir à aller chercher des informations diverses à droite, à gauche. Je ne vis malheureusement pas encore une vie normale. Elle ne sera jamais la même. Reprendre une vie normale, c'est parfois insurmontable pour ce médecin urgentiste. Il a été l'un des premiers à pénétrer dans la station de métro après les explosions. Très peu de lumière, un feu rouge clignotant du métro et aucun bruit. Un autre point qui est très très marquant aussi, c'est quand on arrive rue de la Loi et qu'on prend en charge toutes ces victimes, c'est le regard de ces victimes. Ils ne sont plus avec nous, ils sont dans un autre monde. Des victimes marquées qui considèrent la bataille administrative comme une double peine. Face aux critiques, le gouvernement belge a adopté un statut de solidarité nationale. Cette aide financière à vie permettra aux victimes de couvrir leurs soins médicaux et psychologiques. Et après ce reportage, nous nous retrouvons à Charleroi, au cœur de la Wallonie, ville de 200 000 habitants, pour y retrouver Maria Arena. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne des socialistes et démocrates. Vous êtes donc dans l'opposition ici au gouvernement de Charles Michel, qui est un libéral, qui a dans sa coalition d'ailleurs la NVA, un séparatiste flamand. Et vous nous avez emmenés dans un lieu, pour vous, très symbolique. Vas-y, un keuf éducateur, bonjour madame et tout. Un flic de gauche alors, en quelque sorte. Exactement. T'es pas si con. Faut pas se fier aux apparences, cousin. J'ai l'œil, moi. Et pourquoi t'es passé d'éducateur à keuf? Je les connais, les éducs, ils aiment pas les keufs, normalement. Parce que j'ai vu malheureusement que les bons sentiments ne suffisent pas pour ramener les brebis galeuses sur le droit chemin. Et que le temps de l'éducation est révolu.
Le mal est allé trop loin. Faut plus rien laisser passer, rien. Bonjour. Marie, vous êtes rencontrés, Grégory. Bonjour. Enchanté. C'est une pièce qui a tout son sens aujourd'hui. Et moi, je voulais voir un petit peu quelle est la relation que cette pièce peut avoir avec les jeunes. Je pense que ça va ouvrir des questions parce qu'on va entendre... on va entendre des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, c'est-à-dire la parole du djihadiste. Et c'est quoi sa part d'humanité dans ce que nous, on projette que de l'horreur, évidemment. Si on arrive avec un point de vue choquant, des arguments choquants, des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, ça va nous frapper et on va se dire « Ah ouais ». En tant que spectateur, on commence à aussi, entre le jeune qui a priori paraît très sympa, qui a sa part d'ombre aussi, le flic, finalement, il devient très attachant, très humain aussi. L'équilibre est fragile. C'est ça qui m'intéresse aussi avec le théâtre, c'est comment est-ce qu'on crée la discussion et on essaye d'ouvrir le débat citoyen sur une problématique qui a eu avec Un homme debout sur la question des prisons, avec Stone sur la question de la délinquance juvénile. Ici, c'était en effet cette question qui foudroie un peu l'Europe, qui prend de plein fouet, on va dire, les citoyens. Enfin, on est face à quelque chose qui nous dépasse. Le politique n'a pas toutes les réponses du tout, la société non plus. Alors vous nous avez amené dans ce théâtre de l'encre très exceptionnel qui monte une pièce, La Route du Levant, dialogue entre un apprenti djihadiste et un policier. Pourquoi ce choix ? Alors je pense que c'est un thème qui est éminemment d'actualité, évidemment, et parce que ce théâtre aussi, c'est un théâtre qui est très très proche des citoyens, et je pense qu'on peut faire passer beaucoup de choses par la culture. Ce qui nous frappe quand même, c'est qu'avec la France, la Belgique, c'est aussi le théâtre du départ de combattants vers l'étranger, en particulier en Syrie. 500, c'est beaucoup par rapport à votre population. Comment on explique ce phénomène ? Alors malheureusement, c'est vrai, la Belgique a été une des sources par rapport à ces combattants. On peut l'expliquer par le fait que ce sont des filières francophones qui ont été organisées au départ de la Syrie. Et la Belgique fait partie, effectivement, depuis Bruxelles, mais aussi depuis la région francophone, la région wallonne, fait partie de ces francophones qui ont pu être happés par un réseau francophone au départ de la Syrie. Vous diriez qu'il y a une approche un peu différente entre la Wallonie et la Flandre, justement, des besoins d'intégration à la suite des attentats terroristes ? Alors oui, la Wallonie a été traversée par des courants d'immigration. Je suis moi-même fille d'immigrés, mon père était italien, ma mère aussi. Et la Wallonie a toujours vécu ces courants d'immigration comme étant finalement quelque chose avec lequel elle pouvait vivre, sans considérer l'autre comme l'autre. Au contraire, elle a incorporer l'autre dans sa réalité. Du côté néerlandophone, la Flandre a toujours eu un combat identitaire, historiquement parlant, parce que le flamand a été brimé par la langue francophone, et donc il y a eu cette question identitaire très ancrée en Flandre. Et donc l'autre est toujours perçu comme une menace par rapport à l'identité flamande, et donc une relation à l'autre qui est assez différente. On reste dans l'univers du théâtre, Maria, qui a son importance en Belgique. Il y a eu la fameuse pièce Djihad, qui avait créé l'événement, reconnu d'ailleurs d'utilité publique en Belgique. Et Ismail Saïdi, son auteur, son metteur en scène, en monte une nouvelle maintenant, Géhen. Regardons ce reportage signé Luc Brown. Lâchez votre arme! Allahu Akbar! Accusé, levez-vous. Quoi? Non, ça va pas être possible. Accusé, restez assis. L'humour comme arme face au fanatisme religieux. Sur scène, Ismaël, condamné à perpétuité pour avoir commis un attentat où il a été également blessé. En prison, il rencontre un prêtre et une femme ayant perdu la raison. 1 an après les attentats de Bruxelles, l'auteur de GN cherche à faire réfléchir par le rire. C'est ma manière à moi d'être croyant. C'est ma manière à moi de ne pas laisser les fous furieux parler à ma place. Le mec, on lui a appris à haïr dès sa plus tendre enfance, on lui a appris à détester les juifs, d'ailleurs il les tue. On lui a appris qu'il avait raison, que tout le monde avait tort, donc c'était important pour moi de souligner cette faille, cette erreur, cette horreur. Avec cette pièce, Ismail Saïdi récidive en traitant pour la 2e fois la thématique du terrorisme. Sa précédente mise en scène, Djihad, racontait la radicalisation d'un trio belge désorienté partant au Moyen-Orient.
Une pièce reconnue d'utilité publique par les autorités belges. En 2 ans, elle a été vue par des milliers de personnes en Belgique, en France et aux Pays-Bas et intégrée à des projets scolaires. Ils ont fait quoi, eux? Ouais, merde, ils ont fait quoi? Mais pourquoi vous me regardez comme ça, les gars? Mais j'en sais rien, moi. C'est pas moi qui décide. Ce sont nos ennemis, c'est tout. Ah bon? Et pour s'assurer que son message ne soit pas mal interprété, Ismaël Saïdi prolonge le spectacle en ouvrant le débat avec le public. GN, c'est discuter de ça, c'est discuter du fossé qu'on crée entre les gens, c'est discuter de la haine qu'on inculque. L'art est là aussi pour ça, pour appuyer dans les endroits où les gens ne vont pas, où on n'appuierait pas. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça fait mal, mais en tout cas, ça fait réfléchir, ça dérange. Ce sont des sujets vraiment très actuels et on a besoin de prendre conscience de ce qui se passe autour de nous, justement. Il en parle sans tabou, alors que même à l'école ou autre part, dès qu'on parle de djihadisme, directement, oh là là, c'est bon, tais-toi, il y a des morts, c'est des musulmans, patata. Alors que là, il casse vraiment les amalgames. Avant d'être scénariste, Ismaël Saïdi, musulman pratiquant, a travaillé pendant 15 ans pour la police belge. Selon lui, c'est la discrimination en Europe qui a encouragé la radicalisation. L'Europe, elle a raté sa manière de considérer toute une partie de la population comme faisant partie de l'entièreté. On a essayé de donner 1 million, Djihad dit ça, 1 million de noms différents à ces gens, sauf européens. C'est le nom qu'on n'a jamais utilisé pour eux, en fait. Fervent défenseur d'un islam européen, Ismaël Saïdi souhaite continuer de promouvoir la tolérance et il envisage même un 3e volet. Alors on continue sur les considérations sociétales avec vous, Maria, et sur le chômage en particulier, parce qu'à Charleroi, il est très fort. En Wallonie, globalement, 13,2%. En Flandre, c'est beaucoup moins, 6%. Pourquoi un tel différentiel ? Alors, il faut savoir que la Wallonie, c'était une terre industrielle avec des industries sidérurgiques, des industries qui sont vraiment des industries mécaniques. Et toute cette industrie a vécu les délocalisations fortes vers des pays qui sont des pays du tiers-monde ou des pays émergents. Et donc, on a eu un déclin industriel dans les années 70. Et aujourd'hui, on vit une relance au niveau wallon. Ça prend du temps, avec des populations qui étaient plutôt formées à des vieilles industries, ce qu'on appelle les vieilles industries. Et donc, il faut investir dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation, pour arriver à des endroits qui sont des endroits tels que ceux-ci, par exemple les sciences du vivant, qui demandent plus de compétences, qui demandent plus d'investissement. Notamment ceux du fameux plan Juncker d'investissement. Alors, est-ce que finalement, c'est la panacée pour les citoyens européens qui se posent la question du chômage ? Alors c'est important d'avoir le plan Juncker parce que c'est de l'investissement et qui va lever des fonds privés pour pouvoir développer des nouveaux secteurs. Mais cet endroit, par exemple, n'aurait pas pu bénéficier du plan Juncker si, il y a 20 ans, il n'y avait pas eu une volonté politique de faire ici un pôle de compétitivité, c'est-à-dire d'amener les chercheurs d'une université, d'amener un incubateur pour permettre de valoriser cette recherche universitaire et de créer des entreprises. En l'espace de 20 ans, il y a eu 46 entreprises qui ont été créées ici, à Charleroi, ancien bassin industriel qui a perdu beaucoup d'emplois dans ces industries, mais qui a pu récupérer plus de 1100 emplois ici sur Charleroi, uniquement dans le pôle des sciences du vivant. Ce bioparc, en fait, ça représente combien de chercheurs, chercheuses en herbe aussi, hein ? C'est environ 1100 personnes ici qui travaillent sur le site du bioparc dans le domaine des sciences de la vie. Donc moi, je suis en formation biopoly. On nous apprend vraiment un métier qui est très demandé et en plus, je pense que le bioparc se concerte régulièrement avec les entreprises pour vraiment savoir de quoi ils ont besoin dans les biotechnologues. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu ici, sur les investissements européens, un levier d'un ratio de x2, voire parfois x3. Et donc c'est intéressant d'avoir un investisseur public qui prend le risque. S'il n'y avait pas eu l'investisseur public qui avait pris le risque d'investir dans cette région, eh bien on n'aurait pas pu attirer des privés. Et ce risque était à long terme. Et vous, mesdemoiselles, vous voyez comment plus tard ? Alors, dans une start-up, justement, dans quel genre de métier ? Expliquez-nous un peu. Moi, je me vois plutôt en recherche et développement, dans des entreprises, justement, qui sont très innovantes. En Belgique, ailleurs, il faut voyager aussi, il faut s'expatrier forcément, pas nécessairement. Non, justement, je trouve que, moi j'ai été surprise de découvrir justement le bioparc
et de savoir que la Belgique était quand même bien classée en termes d'investissement dans les biotechnologies. Et enfin voilà, moi je trouve que c'est vraiment une filière d'avenir. En fait, je travaille pour une plateforme technologique dans laquelle on fait de l'imagerie, on fait de la recherche en imagerie et puis on preste des services en imagerie. Et donc ici, notre plateforme, elle rend des services à des chercheurs qui font de la recherche tout à fait fondamentale et à des sociétés qui font de la recherche appliquée. C'est-à-dire que vous mettez à disposition des infrastructures, des structures, des équipements qui servent à tout le monde. Et donc, vous ne devez pas dupliquer ces investissements. Vous permettez effectivement aux deux, que ce soit du privé ou du public, de pouvoir bénéficier d'un tel investissement. Merci à vous d'avoir très bien explicité les enjeux de cette recherche qui est finalement le futur de l'Europe. C'est ici sur les quais de Sambre à Charleroi que nous vous disons au revoir. Merci de nous avoir suivis à travers toute la Belgique, ce pays au cœur de l'Europe qui tente de se réconcilier avec lui-même. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme toujours, pour Ici l'Europe, et le mois prochain pour un nouveau road trip à travers champs. À très bientôt à tous.